Beaucoup de gens qui essayent de faire du trading prennent des positions totalement au hasard et s'en rendent même pas compte. Il y a une idée reçue selon laquelle si tu es dans ton plan, tu suis ton processus, ça va, tu es dans le bon, mais c'est complètement faux, on va voir ça ensemble dans cette vidéo, et à la fin de la vidéo, tu sauras proprement déterminer à partir de combien de trades tu peux affirmer que tu es vraiment compétent en trading. Pour ça, je vais t'expliquer quelques concepts et propriétés mathématiques autour de l'observation de la progression des victoires et des défaites dans une série d'événements binaires, donc dans le cas de trading ça fonctionne bien, mais ça fonctionne aussi pour d'autres cas d'événements, comme par exemple des parties d'échecs. Et pour le contexte des chiffres d'exemple que je vais utiliser pour articuler toute la démonstration, on va utiliser mes propres chiffres, parce que tu vas voir, ils sont très parlants pour le sujet de la vidéo. En gros, depuis quelques mois, je fais que de gagner. C'est très simple, j'ai lancé ma plateforme Oakline il y a 2 mois. Sur 11 trades et tests partagés, j'en ai gagné 9. J'ai aussi lancé une chaîne secondaire où je fais des parties d'échecs, et sur les 11 premières parties, j'en ai gagné 11. J'ai fait un sans faute. Alors tu vas peut-être te demander, mais pourquoi tu parles de parties d'échecs comme un sujet adjacent au trading? Et tu vas voir, à la fin de la vidéo, tu vas comprendre, notamment au sujet de l'information extérieure. Sans plus attendre, on est parti pour s'attaquer au cœur du sujet avec ces 3 quantités-là qu'on va suivre tout au long du notebook. Alors ces quantités, elles proviennent du même phénomène, qui est l'augmentation du nombre de trades. La première quantité, c'est celle-ci, qu'on va appeler sigma p chapeau, ça va être la dispersion du win rate, du taux de victoire, autour de la probabilité réelle vers laquelle on va converger à mesure qu'on augmente le nombre de parties. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu commences une série de victoires, tu peux avoir une probabilité qui est très élevée, mais à mesure que tu joues, que tu continues de faire des trades, ça va converger vers une probabilité inférieure. Ça va être le P-chapeau. Et le N, c'est le nombre de parties. Et cette formule-là, elle va tendre vers 0. Pour une raison très simple, c'est que la probabilité, elle est forcément entre 0 et 1. Tu peux soit avoir 0% de chance, soit 100% de chance. Donc multiplier un nombre entre 0 et 1 par un nombre entre 0 et 1, parce que 1 moins 1 ça fait 0, 1 moins 0 ça fait 1, bah on va avoir un nombre qui est aussi borné entre 0 et 1. Donc quand on le divise par n, qui tend vers plus l'infini, qui est un comportement d'un nombre très grand quand le nombre de parties augmente, bah on va tendre vers 0, puisque la racine carrée de 0, c'est 0. Mais de l'autre côté, on a l'espérance de l'écart brut entre le nombre de victoires et le nombre de défaites. On utilise la valeur absolue pour avoir un nombre qui est toujours positif. Comme ça, peu importe si on a davantage de victoires ou davantage de défaites, on aura toujours un écart qui est comparable. Par exemple, si on a 15 victoires et 10 défaites, 15 moins 10, ça fait 5, mais si on a 10 victoires et 15 défaites, 10 moins 15, ça fait moins 5. Donc on applique la valeur absolue pour avoir un écart brut de 5 dans les deux cas. Et cette espérance, on peut l'approximer en racine de 2n sur pi. Alors oui, il y a un pi, mais t'inquiète pas, on va pas tracer des cercles, hein, c'est par rapport aux densités de probabilité. Tu vas voir que le nombre pi revient souvent. Et ça, visuellement, c'est très simple de savoir vers quoi ça tend quand le nombre de trades augmente, ça tend vers plus l'infini. Parce que pi, c'est une constante, c'est au dénominateur, donc on a 3,14, etc. Ça ne dépend pas de n, et au numérateur, on a le n. Donc quand n tend vers plus l'infini, on divise un très grand nombre par une constante, donc ça tend vers plus l'infini. C'est pour ça que je disais que ça pourrait être un peu contre-intuitif, c'est que d'un côté, on a la dispersion, l'écart, le bruit autour de notre probabilité de gain qui tend à diminuer, le bruit tend à s'estomper. Par contre, de l'autre côté, l'écart entre le nombre absolu de victoires et de défaites, lui, il tend à grandir. Et tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants, c'est tout à fait cohérent. Et la troisième quantité, elle tend vers rien. Tu vois qu'il n'y a pas de n dans cette partie-là de l'équation, c'est un rang. Ça va être une constante, ça va être un nombre. Ce nombre, c'est n étoiles, et c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on veut avoir pour répondre à la question de la vidéo, combien de trades avant de savoir si on est bon. Et on le représente par 1 sur epsilon carré, où epsilon représente l'edge, que je vais détailler un peu plus tard dans la vidéo. Ok, maintenant on va poser quelques bases pour déterminer combien de gens peuvent faire des sans fautes par accident, en n'ayant aucun edge, en n'ayant aucun avantage quelconque, simplement par hasard. Parce que je viens de dire dans l'intro que je faisais que de gagner 9 sur 11 sur Oakline et 11-0 sur chess.com, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment rare? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit être fier, ou est-ce que ça peut être totalement du hasard? C'est ce qu'on va voir. Donc déjà, on va considérer les trades et les parties d'échecs par des événements de Bernoulli. Alors pour les trades, c'est très simple, soit tu gagnes, soit tu perds, c'est un événement binaire, donc ça prend soit 0, soit 1, c'est parfait pour du Bernoulli. Pour les parties d'échecs, bon, il y a un match nul, mais là, pour les biens de la vidéo, on va l'ignorer. On va utiliser cet événement où on a la probabilité de gain P et la probabilité de perte 1 moins P. Donc si tu as 70% de chance de gagner, bah tu as 1 moins 70% de chance de perdre, 30%. Et ce qui est bien avec les événements de Bernoulli, c'est que c'est additif. On peut les additionner sur n parties indépendantes, donc sur n trades indépendants, et le nombre de victoires, il va suivre une loi binomiale.
le nombre de défaites aussi, hein, c'est réciproque. Et dans la loi binomiale, la probabilité d'obtenir un nombre particulier, donc là, la probabilité de V, le nombre de victoires qui soit égal à K, donc ça peut être 10, 2, 40, tu remplaces le K par le nombre que tu veux, ça s'exprime par K parmi N fois P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Ça, c'est la formule générale. Et pour la probabilité d'un sans faute, bah, c'est très simple, notre K, il va être égal à N. On a une seule possibilité, c'est qu'on gagne toutes les parties sans exception. Donc, la probabilité de V est égale à N, c'est simplement P puissance N. Pourquoi? Parce que là, tu remplaces le K par N, donc N parmi N, ça fait 1. Il y a une seule combinaison possible, un seul arrangement possible, c'est de tout gagner. Ensuite, on multiplie par P puissance N fois 1 moins P puissance N moins N. N moins N, ça fait 0, donc 1 moins P puissance 0, n'importe quoi qui est puissance 0, ça fait toujours 1. Donc en gros, on annule ça par 1, on annule ça par 1, ça fait P puissance N qu'on retrouve ici. Et on le remplace par 0,5 qui est la probabilité symétrique de gain ou de perte, et on le met à l'exposant 11 pour le nombre de parties. Ce qui donne 1 sur 2048. Et bien sûr, dans la vraie vie, le P il va être très difficile à estimer, hein. C'est pour ça que je parlais de P chapeau, c'est une estimation, c'est une convergence vers un taux de probabilité. Mais là, dans cette simulation, si on prend parfaitement 0,5, pile ou face, bah, on a une chance sur 2048. Donc, sur 10 000 joueurs, concrètement, ça nous donne 4,9 joueurs, quasiment 5, qui vont obtenir un sans faute sur 11 parties, parfaitement au hasard. Et quand tu augmentes le nombre de comptes, voilà, sur 100 millions de comptes, tu en as quasiment 50 000 qui réussissent. Donc globalement, sur le nombre de comptes de brokers qu'il y a dans le monde, ça doit être quelques centaines de millions peut-être à l'échelle mondiale, bah il y a 50 000 personnes qui ont réussi à faire des séries de victoires de 11 trades gagnants sans aucun talent, simplement au hasard. Ça, c'est à quoi ça ressemble, bon ça tu connais, hein, c'est une courbe de Gauss, une courbe de loi normale, avec le centre de la distribution qui retient la plus grande densité de probabilité, et aux extrémités, bah, c'est tout petit, mais c'est pas nul, c'est pas égal à 0. Il y en a qui existent, qui sont là, mais qu'on ne voit pas souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon ça c'était pour le sans faute, mais côté trading, où le seuil était plus bas, donc j'ai gagné 9 tests gagnantes sur 11, ben là, on n'a pas un point, on n'a pas une seule combinaison possible où on a 9 sur 11, en réalité, on veut calculer 9 gagnants ou mieux sur 11, pour savoir est-ce que c'est possible de faire cette performance-là, d'atteindre cette performance-là plutôt. Parce que quelqu'un qui a fait 11 trades gagnants sur 11, il a aussi fait 9 trades gagnants sur 11. Donc là, on veut pas chercher P de V est égal à 9, on veut chercher P de V est supérieur ou égal à 9. Et là, c'est simple, hein, on réutilise la formule juste au-dessus, hein, on réutilise ça, et on les additionne, parce que dans les probabilités, quand on a une probabilité et une autre probabilité, c'est multiplié, c'est multiplicatif. Par contre, quand on a une probabilité ou une autre probabilité, là c'est additif. On va simplement additionner plusieurs fois la formule de la loi binomiale. Ce P puissance 11, c'est le P puissance N qu'on a quand on a exactement P de V est égal à 11. P de V est égal à N. Et le résultat de ça, c'est une chance sur 31, voilà, pas de suspense, en réalité c'est une chance qui est très grande, une chance sur 31 c'est pas du tout rare, c'est très facile, il y a beaucoup de gens qui observent ce genre de performance sur un assez grand échantillon, et même quand on passe à P est égal à 0,4, donc on diminue en dessous de 50%, on diminue en dessous de la proba symétrique, donc disons qu'on est mauvais quoi, on va perdre plus qu'on gagne, bah on a quand même une chance sur 169, qui est quand même une assez grande chance, d'obtenir ce genre de performance parfaitement au hasard. Bref, ça c'était bien pour poser les bases, maintenant on va rentrer dans le cœur de l'explication, vraiment ce qui nous intéresse, qui va permettre d'expliquer pourquoi la formule que j'ai montrée au début était contre-intuitive, pourquoi il y en a une qui tendait vers plus l'infini et l'autre vers 0. Donc c'est toujours les mêmes mesures sur le même trader, sur le même phénomène, hein, on change pas, on observe toujours la même chose, mais tu vas voir qu'on tire deux conclusions différentes. Alors on va avoir P chapeau, le même P chapeau que j'ai évoqué un peu plus tôt, qui est donc l'observation, la convergence, l'estimation du taux de probabilité, du taux de victoire, qui n'est rien d'autre en réalité que le nombre de victoires divisé par le nombre de parties. Si tu as 55 victoires sur 100 parties, bah tu divises 55 par 100 et ça te donne 0,55, donc 55% de win rate littéralement, qui représente bien la probabilité de gagner à cette échelle. Et ce qui est bien, c'est que c'est facile à représenter parce que, comme j'ai dit, étant donné que Bernoulli on peut les additionner, ben on peut avoir une moyenne de Bernoulli, en fait divisé par n, ça va diviser tous les événements. Donc comme on sait que la variance... Bon, j'avais plus de stockage sur mon téléphone, donc ça a coupé la vidéo, c'est pas grave, on reprend. Alors je disais, la variance d'un Bernoulli, c'est forcément égal à l'événement, au résultat de l'événement, parce qu'on a soit 0, soit 1. X, il vaut soit 0 si on perd, soit 1 si on gagne. Donc 0 au carré, ça fait 0, et 1 au carré, ça fait 1. Donc x carré est égal à x. La formule de la variance de x, c'est espérance de x au carré moins espérance de x, le tout au carré. Et comme on sait que dans une Bernoulli, on a l'espérance de x qui est égale à p, c'est littéralement égal à la probabilité d'obtenir, quoi, on va tendre vers ça.
Donc l'espérance de x est égale aussi à l'espérance de x carré, donc on a p moins p carré qui est égal à p facteur de 1 moins p. Ça c'est l'explication détaillée de quelque chose que normalement tu connais de tête, que tu connais par cœur, c'est p facteur de 1 moins p, c'est ça la variance. Et bien sûr la variance est additive quand les variables sont identiquement distribuées et indépendantes, donc on va sommer et on divise par n pour obtenir le taux, ce qui nous donne la formule du début. Ce fameux sigma p chapeau qui est égal à la racine de p facteur de 1 moins p divisé par n, qui tend donc vers, si tu as bien suivi, qui tend vers 0. Et pour te donner une idée de ce que ça représente si on remplace p par 0,5, ça donne 1 sur 2 racine de n. Là, tu fais 0,5 fois 1 moins 0,5, donc 0,5 au carré, ça fait 0,25, un quart. Un quart divisé par n, donc tu multiplies par l'inverse, ça fait 1 quart fois 1 sur n. Racine carrée de 1 sur 4, ça fait racine de 1, donc 1, racine de 4, ça fait 2. Et racine de n, tu peux pas le simplifier, donc ça donne 1 sur 2 racine de n. Et on précise que P chapeau, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe. Mais notre vraie probabilité, personne ne la connaît, on peut pas vraiment la savoir. On peut que l'observer, on peut que l'estimer, on peut que la voir converger à mesure qu'on augmente le nombre de parties. Maintenant parlons de l'écart entre les victoires et les défaites qu'on va représenter par Sn. Et là, petit quiz, petite intuition mathématique, Sn, comment on peut le représenter? Comment on peut le modéliser? En fait, c'est très simple parce que, étant donné que à chaque fois qu'on augmente le nombre de parties, qu'on joue une nouvelle partie ou qu'on fait un nouveau trade, on peut soit avoir plus une victoire, soit plus une défaite. On peut avoir littéralement rien d'autre, quoi. Soit on perd, soit on gagne. Donc à chaque nouvel événement, à chaque nouveau trade, Sn plus 1 ne peut prendre que deux formes. Sn plus 1, pas Sn plus 1. S petit n plus 1. On peut avoir soit Sn plus 1, S petit n plus 1 à côté, soit S petit n moins 1 à côté. Chaque partie ajoute plus ou moins 1, quoi. Donc c'est parfaitement symétrique et ça ressemble fortement à une random walk, à une marche aléatoire, qui aura forcément une variance de 1, parce que la variance est toujours positive, c'est au carré, donc plus 1 au carré ça fait 1, et moins 1 au carré ça fait aussi 1. Et bien sûr, même propriété de la variance qu'au-dessus, comme les passes sont indépendants, identiquement distribués, on peut additionner les variances, donc si la variance de S1 c'est égal à 1, la variance de Sn c'est égal à n. Et l'écart type, c'est très simple, c'est la racine carrée de la variance, ça c'est propriété à retenir. Et là, je le pose pas juste comme ça, tu vas comprendre que ça c'est très important, que le fait que l'écart type soit égal à racine carrée de n, ça va déterminer exactement pourquoi on va passer l'avantage, l'edge, le epsilon qu'on va voir juste après, au-dessus du bruit à mesure qu'on augmente le nombre de trades. Mais avant ça, explication rapide de pourquoi on a l'espérance de la valeur absolue de l'écart brut. Donc là, Sn c'est V-D, c'est la même formule qu'au début de la vidéo, simplement j'ai remplacé par Sn, et le racine de 2n sur pi, en fait, il est très facile à retrouver à partir de la loi normale, à partir de la loi normale centrée réduite d'ailleurs. En fait, le pi on le retrouve par le théorème central limite. On pose qu'en divisant Sn par racine de n, on va converger vers une loi normale centrée réduite. Donc c'est une loi normale avec mu est égal à 0 et sigma est égal à 1. Et on sait aussi que l'espérance de la valeur absolue de la loi normale centrée réduite, c'est égal à racine de 2 sur pi. Alors ça, t'as pas besoin de le savoir, t'as pas besoin de le démontrer, plutôt tu peux simplement le poser. Tu vois, moi, quand je faisais les concours d'école de commerce, ça, on nous disait, on peut le poser, quoi. Tu mets en haut de la page que c'était égal à ça, et ensuite tu développes. T'as pas besoin de refaire toute la démonstration. Donc t'inquiète pas si tu sais pas le faire, franchement, même moi, je saurais plus le faire, ça prend des pages et des pages, faut passer par Stirling et tout, j'ai des trucs que j'ai oubliés. Et pourquoi on l'approxime? Pourquoi c'est pas égal? C'est parce que c'est plus lisible en réalité, c'est plus facile à interpréter, parce que la valeur exacte, on la connaît, c'est n fois n-1 sur 2 parmi n-1 divisé par 2 puissance n-1, donc ça, bon, voilà, c'est complètement illisible. C'est beaucoup plus facile de l'approximer par ça, parce que là, on voit instantanément que ça tend vers plus l'infini. C'est ça le plus important à retenir, c'est que comme pi c'est une constante, nécessairement, quand n augmente, on tend vers l'infini. Et ce qui est important de retenir aussi, c'est que racine de 2 sur pi, ça n'a aucun comportement en fonction de n. C'est une constante. C'est 2 divisé par pi, c'est 2 divisé par une constante, et ça donne à peu près 0,8. Ça donne 0,79, nanana. Donc, en fait, quand on le multiplie par la racine de n, on obtient ça. Racine de 2 sur pi multiplié par racine de n, ça fait racine de 2n sur pi. Donc on a 0,8 qu'on va multiplier par le sigma, par racine de n. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'écart typique, ça donne l'écart qu'on observe. C'est pas pareil que l'écart type. L'écart type, il vaut exactement racine de n. L'écart typique qu'on observe, il vaut 80% de racine de n. Tu vas voir juste en dessous, je vais te montrer exactement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le graphique qui illustre ça. Tu vois, la courbe jaune, c'est le taux de victoire, le taux, la probabilité de gagner, qui va osciller autour de 0,5. Tu vois, au début, elle peut commencer plus bas, elle peut un peu osciller, puis après, elle va converger vers 0,5. Ça, c'est notre P chapeau.
P chapeau, c'est pas 0,5, c'est pas égal à 0,5, c'est autour de 0,5, c'est ce qu'on estime, c'est ce vers quoi ça va converger. Et en dessous, ça c'est des simulations, des projections de Monte-Carlo de plein d'événements différents, quoi, de plein de chemins différents. Mais tu vois qu'on observe un comportement. On observe le comportement où la ligne rouge pointillée, c'est notre racine de 2n sur pi. Et quand tu regardes à la fin, là, sur 10 000 parties, on est autour des 80, tu vois, moins 80, moins 79, donc 0,8, pareil en positif. Et là, tu vas peut-être te dire, oui mais attends, il y a un problème là, ça tend pas vers l'infini ce truc-là. Et tu as tout à fait raison, c'est tout à fait juste, c'est parce que c'est la valeur absolue qui tend vers l'infini. En réalité, l'écart, lui, il diverge, il n'a pas de convergence. Il peut aller soit haut, soit bas, soit au milieu. Il n'a aucun comportement quand n tend vers plus l'infini. C'est parfaitement symétrique horizontalement autour de 0. On ne peut pas déterminer un comportement en regardant la courbe. Ce qu'il faut, c'est appliquer la valeur absolue pour avoir un écart toujours positif. Et là, par contre, que ça aille en bas ou en haut, peu importe. Ce sera toujours vers plus l'infini. Donc c'est ça la distinction intéressante à comprendre. C'est que cet écart, il veut rien dire sur ta compétence, sur est-ce que t'es bon ou est-ce que t'es mauvais. Peu importe ce que tu fais, ça diverge nécessairement. En fait, ça, c'est le comportement de ton compte en banque, quoi. C'est le comportement de ton compte de trading. C'est pas le comportement de ton edge, de ta stratégie, de ce que tu appliques réellement. C'est simplement voilà, ce qui se passe quand tu observes une progression de trade. Bref, maintenant, on arrive à la réponse à cette vidéo. À partir de combien de trades on sait si on est vraiment compétent? Ça, c'est le N étoile, qui globalement, le N étoile, c'est le rang à partir duquel ton avantage, ton edge, dépasse le bruit qui permettait de dire que c'était du hasard. Alors déjà, propriété à connaître, c'est que l'espérance dans ce cas-là, c'est linéaire, bien sûr. C'est une moyenne, donc quand tu divises par n, bah, la progression, elle monte en n. Ton avantage, il s'accumule en n. Par exemple, si tu as un edge de 1% par trade, quoi, tu gagnes 1% par trade, bah, à mesure que tu fais davantage de trades, bah, tu vas gagner n fois l'avantage, n fois le edge. Et pareil, la variance est additive, donc n aussi. Donc en fait, l'écart type, le bruit, la variation aléatoire, lui, il va pas monter en n, c'est la racine carrée de la variance. Donc il va monter en racine de n. Et c'est là où tu vas vraiment saisir comment ça marche. Tu vas saisir pourquoi il existe un rang où on sait qu'on devient bon. Pourquoi même ce concept existe. Parce qu'en réalité, la croissance, elle est linéaire d'un côté dans ton signal, et elle est logarithmique d'un autre côté, c'est la croissance en racine carrée. Donc pour modéliser ton signal, bah, c'est comme j'ai dit juste avant, hein, c'est simplement ton edge, epsilon, multiplié par le nombre de trades, et le bruit, lui, il en a rien à faire de l'edge, il en a rien à faire de epsilon, lui, il croît tout seul en racine de n. Et là, bon non, je vais pas vous spoiler. Petite intuition mathématique, quiz d'intuition mathématique. Quand est-ce que on va avoir le signal de n qui est égal au bruit de n? Donc epsilon de n égale à racine de n. C'est quand le seul moment sur notre graphique, sur notre progression, sur notre série, notre fonction, comment tu veux le modéliser, le seul moment où on aura vraiment les deux qui sont égales l'un à l'autre. Bah, c'est très simple, c'est le moment où l'edge dépasse le bruit, c'est le n étoile, c'est ce qu'on cherche, c'est à ce moment-là, au moment de l'intersection entre les deux, où les deux seront égales l'un à l'autre. Sur la fonction, tu auras le même nombre. Donc visuellement, ça ressemble à ça. La ligne jaune, c'est donc notre signal, qui, comme j'ai dit, croît linéairement, c'est une droite, c'est tout simplement f de x égale à x, quoi. C'est juste une droite tout droit qui monte au ciel, alors que notre courbe en gris, c'est la fonction racine carrée. Elle croît en racine de n, donc elle va avoir une forme de croissance logarithmique. Donc le bruit, au début de la série, il a un head start, quoi. Il est beaucoup plus important au début quand il y a un tout petit échantillon, mais à partir d'un certain moment, on a un croisement entre les deux, et à ce croisement précis, on a le signal de n qui est égal au bruit de n et qui représente le n étoile. Et le n étoile, ben, on peut le déterminer plus simplement par 1 sur epsilon carré. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce que là, normalement, ça doit te faire penser, bien sûr, à la fonction carré. Hein. Epsilon, tu le remplaces juste par x et tu as la fonction carré, quoi. 1 sur epsilon carré, c'est l'inverse de la fonction carré, donc au lieu d'avoir une parabole avec un minimum global en 0, bah là tu vas avoir une parabole avec un maximum global en 0, et des extrémités à droite et à gauche qui tendent vers 0. Et ce epsilon, on peut le modéliser par un Sharpe, par un ratio de Sharpe, par un ratio où on va diviser l'espérance des rendements, l'espérance du PNL, par la volatilité des rendements. Le Sharpe, en général, quand tu l'annualises, c'est simplement l'espérance des rendements moins un taux sans risque que tu divises par la volatilité. Là, c'est pareil, mais on va le faire pour une unité, pour un événement, pour un trade, pour une partie, pour quelque chose que tu peux observer sur une seule unité. Et pour ça, rien de plus simple, on va utiliser le théorème de l'espérance totale. Donc on a simplement la probabilité de gagner fois le gain, moins 1 moins la probabilité de gagner fois la perte. Donc là, comme on raisonne en unité
bah, on perd une unité, donc on multiplie par 1 ici, mais ça apparaît pas parce que ça sert à rien de mettre x1 dans l'équation. Et comme on sait avec le théorème de l'espérance totale que l'espérance de x carré c'est PR carré plus 1 moins P, et que la variance, la formule de la variance, c'est espérance de x au carré moins espérance de x le tout au carré, on obtient en factorisant R plus 1 au carré P facteur de 1 moins P, on applique la racine carrée et ça donne notre dénominateur ici. Et maintenant, pour un peu d'intuition, pareil, en fait, quand tu augmentes ton epsilon, ben, ça va réduire la fraction. On a le dénominateur qui grandit, donc 1 divisé par un dénominateur qui grandit, ça va réduire notre n étoile. Donc, de manière très intuitive, plus ton epsilon est grand, moins ton n étoile, moins le rang, le nombre de trades que tu dois savoir pour déterminer si t'es bon ou pas, va être grand, quoi, il va être tout petit. Là, j'ai mis quelques ordres de grandeur, quoi, pour donner une idée. Bien sûr, après, ça dépend de comment tu modélises ton epsilon, mais c'est ça l'idée, quoi, tu vois, avec un epsilon de plus 1%, on mettrait 10 000 trades, à savoir si on est bon ou pas. Et bien sûr aussi, piste, si tu veux approfondir de ton côté, la probabilité, elle peut être mal estimée. Hein. Si tu es au-dessus de tes capacités ou en dessous de tes capacités, ça va multiplier le n étoile par un certain facteur. Tu vois, par exemple, si tu vaux 90% contre 50, bah, tu vas être 642 fois meilleur que ce que le hasard laisserait penser. Évidemment, ça c'est à prendre en compte. Et justement, c'est pour ça que j'ai parlé des échecs, du jeu d'échecs, c'est qu'en trading, bah, c'est très difficile de savoir si t'es bon ou pas. Tu vois, c'est tellement efficient, il y a tellement d'acteurs de marché, il y a tellement d'infos, de variables différentes, c'est quasiment impossible. Par contre, aux échecs, c'est facile de savoir si t'es bon ou pas. Juste, si tu gagnes contre des gens très forts, bah voilà, il y a le classement Elo, on sait combien tu vaux. Donc là, par contre, tu peux estimer ta probabilité de manière beaucoup plus précise. Mais on va y revenir juste après. Donc là aussi, j'ai mis la courbe en rouge, c'est simplement quand tu as de la friction, c'est simplement quand ton epsilon il est inférieur à 0 à cause des frais de transaction. Et c'est pour te montrer que, en fait, c'est pour ça qu'on utilise la valeur absolue, on s'en fout si on est en positif ou en négatif. Prouver qu'on est bon, c'est aussi difficile que prouver qu'on est très mauvais. C'est juste totalement réciproque, quoi. Et c'est évident, bien sûr, si t'arrives, par je ne sais quel miracle, à avoir un epsilon négatif à moins 5%, ben, dans ton code, t'as juste à multiplier par moins 1. T'as simplement à inverser le signal, et là, ça y est, t'es le roi du pétrole, t'es Jim Simmons. Ce qui fait que les gens perdent en général, c'est surtout les frais. En réalité, c'est pas qu'ils sont bons ou mauvais, c'est simplement qu'ils sont random, qu'ils trade random, et qui se font détruire par les commissions. Mais si t'arrivais à perdre plus que la moyenne, à arriver à perdre de manière systématique, bah, ce serait tout aussi impressionnant que d'arriver à gagner de manière systématique. Tu vois, l'inefficience, elle fonctionne dans les deux sens. Donc voilà, et aussi, pareil, pour travailler l'intuition, étant donné que dans notre formule d'epsilon, on a un sigma, on a la volatilité en dénominateur, ben, changer ta volatilité, ça va nécessairement changer ton epsilon, donc ça va nécessairement changer ton n étoile. Petit ordre de grandeur pour cette simulation, à 1 sigma, ça prendrait 54 trades, à 2 sigma, 216, 3 sigma, 486. Donc à une échelle humaine, tu vois que c'est pour ça que les conseillers financiers conseillent tous de réduire la volatilité, de ne pas prendre trop de levier, etc. C'est que sur ta vie, ça prendrait même pas un an de savoir si t'es bon ou pas, si t'as une faible volatilité, alors que si tu fais un peu du grand n'importe quoi, bon, tu peux savoir ce que tu fais, c'est pas vraiment du 1 pour 1, tu peux avoir de la volatilité et quand même savoir ce que tu fais, mais ça prendrait beaucoup plus de temps à savoir si vraiment t'es bon ou si t'es victime de variations aléatoires du marché. Et il y a aussi la même idée avec le Sharpe, et là ça montre aussi pourquoi les fonds de trading haute fréquence adorent prendre énormément de trades, pourquoi ils font de la haute fréquence, c'est parce que plus tu prends des trades, plus tu vas te rapprocher de ton N étoile, plus tu vas avoir une volatilité qui diminue, parce que la croissance est moins que proportionnelle, et plus tu vas pouvoir réaliser ton edge. Donc plus tu prends de trades, plus tu vas pouvoir augmenter ton Sharpe et donc mettre du levier. Et ce qu'il faut comprendre aussi, qui est très important, c'est que le N étoile, il n'est pas nécessairement fixe. C'est pas nécessairement un rang qu'on observe arbitrairement à un certain point. Non, en réalité, il varie en fonction de ce que tu fais. Il varie en fonction de si ta volatilité, elle augmente ou elle descend, par exemple. Comme j'ai dit juste avant, là, le 3 sigma, tu vois, il fait augmenter ton N étoile. Donc, à mesure que tu fais des trades, si tu réduis ta volatilité en faisant des trades, en divisant par un plus grand nombre de trades, ben, le N étoile, il va se rapprocher de toi. C'est pas que toi qui vas vers N étoile, c'est le N étoile qui se rapproche aussi. Donc tout ça, ça facilite
d'atteindre la significativité statistique, tu vois, de savoir vraiment là c'est moi qui trade, c'est moi, je suis compétent, je le sais, parce que j'ai suffisamment de data pour l'observer, et que le N étoile, à mesure que je vais vers lui, il se rapproche, donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans le bon sens, quoi. Aussi, pareil, bon là à la fin j'ai mis plein de cellules, juste des suites pour des potentielles prochaines vidéos, d'ailleurs, donc abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu veux que j'en fasse d'autres dans ce type-là, c'est que on peut décorréler des stratégies et faire réduire son N étoile avec les stratégies. Parce que ça, on le sait, hein, dans la théorie moderne du portefeuille, on sait depuis Markowitz, que décorréler des stratégies, ça permet de réduire la volatilité sans réduire les rendements. Ça, c'est un résultat établi qu'on peut répliquer très facilement avec Markowitz, etc. Donc plus tu diversifies, plus tu réduis ton N étoile. Et pas ton N étoile par stratégie. Hein. Là, par contre, ça, c'est pas vrai. Une stratégie, ça changera pas. Mais sur ton portefeuille de stratégie, là, ce sera réduit, quoi. Au lieu d'avoir 54 trades, tu auras 6 trades sur 9 stratégies différentes. 6 x 9, 54. Bref, alors je prends un peu d'eau et on fait la conclusion. Alors, en conclusion, un sans faute en début de série n'est pas nécessairement une mesure prédictive des performances futures, ça peut, mais c'est pas toujours le cas, et sur quelques événements, quoi, sur une dizaine d'événements, il en sort un tous les 2048 comptes, et quand tu appliques à l'échelle mondiale des comptes de brokers ou des comptes chess.com, bah tu vois qu'il y en a des dizaines de milliers, sans aucun talent, qui parviennent au même résultat. Ensuite, là où c'était contre-intuitif, c'est le taux de victoire, le P-chapeau, qui converge vers notre vraie probabilité, vers notre vrai taux de victoire, et l'écart brut, lui, il diverge, il n'a pas de comportement. Il peut aller haut, il peut aller bas, il peut aller au centre, et l'écart brut, donc la valeur absolue des deux, elle tend vers plus l'infini, elle tend à augmenter. Le premier, le taux de victoire, bah, il décrit ton talent, il décrit si t'es bon ou pas, et l'écart brut, par contre, lui, il décrit le comportement de ton compte bancaire, indépendamment de si t'es bon ou pas. Tu peux être totalement nul ou être le meilleur génie du monde, t'auras quand même de plus en plus de variations importantes en valeur absolue, en nombre de victoires et de défaites, plus tu augmentes ton nombre, tout simplement. Et maintenant, la réponse à la vidéo, quand est-ce qu'on sait si on est bon, si on est compétent? À partir du n étoile, quand 1 est égal à epsilon carré, ou si tu te souviens, quand epsilon de n est égal à racine de n, et comme le carré efface le signe, toujours positif, perdre lentement, c'est parfaitement symétrique à gagner lentement. Peu importe si tu as un avantage dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est tout aussi impressionnant. Et pour ajuster ce rang n étoile, on n'a que 3 possibilités. Premièrement, la plus évidente, c'est par epsilon, parce que epsilon, c'est dans l'équation, c'est littéralement dans la fraction, donc si on ajuste epsilon, on va ajuster n étoile, mais en même temps, dans la pratique, c'est le plus difficile à estimer. Savoir quel est ton edge, c'est très difficile, quoi. C'est presque philosophique. Il est où ton edge? Comment tu l'observes, tu vois? Sans information extérieure, toujours important, et je vais conclure là-dessus, sans information extérieure, en regardant uniquement les chiffres, c'est extrêmement difficile en pratique d'estimer ton epsilon de manière sûre et robuste. Deuxièmement, c'est en n par unité de temps, si on estime toute chose égale par ailleurs, ceteris paribus, donc avec le même epsilon. Là, c'est l'idée que le Sharpe annuel à 5 trades par mois, il passe à 9 si on en fait 5000, et ça montre ce que j'expliquais un peu plus tôt, que le HFT, ça n'existe pas simplement parce que les gens veulent gagner de l'argent, mais parce que justement, ça gagne de l'argent, parce que c'est le seul régime où on peut savoir sans l'ombre d'un doute, sans information extérieure, que on est bon ou pas. Et enfin, la décorrélation, Markowitz, ce que tu veux, théorie de portefeuille, il y a 1000 manières de gérer des stratégies décorrélées, et ça, c'est le plus pratique. Franchement, si tu dois retenir une chose, c'est ça le plus important. Décorréler des stratégies, en avoir plusieurs, je le répète depuis des années, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, décorréler des stratégies, avoir un portefeuille de stratégies, ne pas tout mettre dans un seul panier, que ce soit en trading, que ce soit en investissement, que ce soit en immobilier, peu importe. En fait, ta gestion de capital, elle doit être le plus décorrélée possible pour réduire la volatilité sans endiguer les rendements. Et pour conclure, au-delà des chiffres, et ça explique pourquoi j'ai voulu parler des parties d'échecs, parce que bon, tu peux te dire ça a un peu rien à voir, mais en fait, les parties d'échecs, c'est le plus facile à savoir vraiment si t'es bon ou pas avec une info extérieure. Tu vois le nom Magnus Carlsen sur la fiche de partie, tu sais qu'il est bon, quoi. Moi, je joue 1000 parties contre Magnus, je me fais défoncer à chaque partie, c'est sûr. Et si moi, je joue 1000 parties contre un débutant, je le défonce à chaque partie. Il n'y en aura aucune où il y aura de la variabilité, tu vois. Je peux jamais perdre contre un débutant, et je ne peux jamais gagner contre Magnus, parce que l'écart est tellement évident avec l'information qu'on a en dehors des données. Mais si on raye le nom de Magnus Carlsen, si on raye mon nom et le nom du débutant, qu'on regarde le résultat, on ne peut pas être certain à 100% que c'est pas lié au hasard. On peut pas être certain à 100% que l'edge, que
la différence de niveau entre les joueurs d'échecs est parfaitement observable dans la réalité et pas un produit du hasard et d'une courbe de Monte-Carlo qui a été un outlier dans la distribution, quoi. On peut pas faire la différence. Et en trading, on parle pas de compétences, on parle pas de Magnus qui a gagné un tournoi, on parle de informed trader et de uninformed trader. Quelqu'un qui a de l'information et quelqu'un qui n'a pas d'information. Et chez les retail, 99% c'est des uninformed traders, c'est des noise traders, des gens qui traitent du bruit, qui n'ont aucun avantage, qui n'ont aucune info, aucun edge, simplement qui participent au marché pour fournir de la liquidité aux contreparties qui sont en train de les milquer jusqu'à la mort. Mais par contre, étant donné que c'est des marchés très efficients, l'échelle de différence d'infos, c'est pas comme aux échecs. C'est pas du 1000 contre 0, ça va être du 51 contre 49, ou du 50,0001 contre du 49,99999. C'est plutôt ça, l'échelle de l'info qui va être différente. Et simplement pour te donner des exemples, quel type d'infos, bah, par exemple, tu as du insider trading, du délit d'initié, c'est illégal, mais c'est un bon exemple. Si tu travailles dans une entreprise et tu as des informations privilégiées avant une IPO très importante ou avant des earnings très importants, tu peux prendre une position avec ton information alors que les autres ne l'ont pas. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ça peut aussi être tout un tas de choses. Ça peut être ton expérience, ça peut être ton intelligence. Hein. C'est difficile à quantifier. C'est pour ça, pareil, je répète, hein, mais information extérieure, on peut pas le voir en le quantifiant avec des nombres, mais ton intelligence, ça joue, quoi. Si tu es plus intelligent que les autres, bah, tu peux gagner plus que les autres, quoi. Voilà, c'est comme ça. Tu peux pas le mettre sous forme de mathématiques, mais ça existe. Ok, on va s'arrêter là, parce que sinon, on va en parler des heures et des heures. Je pourrais en parler des heures et des heures, hein, c'est passionnant, mais bon, faut que la vidéo soit pas trop longue non plus, donc on va s'arrêter là. Abonne-toi et mets un commentaire pour me dire si t'as bien aimé et qu'est-ce que tu veux voir dans les prochaines, et on se retrouve très prochainement. C'était Brieux, ciao.